nourriture, bien sûr, j'avais cette sensation de faim, mais atroce. Atroce, pas les premiers jours, mais au bout du 10e jour, je pense que c'est là où j'ai vraiment ressenti la vraie faim, comme j'avais jamais ressenti. Enfin, tu vois, tous les jours dans notre vie quotidien, on dit j'ai faim, mais en fait, ça c'est pas de la vraie faim. La vraie faim, c'est quand vraiment t'as l'impression que ton estomac essaye de se manger lui-même. J'avais vraiment cette impression atroce. Salut Steve, bienvenue sur le podcast des frappés. Salut Loïc, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Bah, Merci de écoute, m'avoir invité. je te remercie de te rendre disponible après une journée de boulot. C'est super sympa. On enregistre un peu tard, mais bon, voilà, le plaisir de la conversation va compenser l'horaire de la conversation. Super, bah écoute, moi je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui, impatient d'échanger avec toi sur bah, en fait ce que tu fais. Quand j'ai découvert ton profil, j'ai découvert l'aventurier moderne, j'ai l'impression, quelque part, ouais, l'aventurier du 21e siècle. Donc, bah, j'ai hâte que tu t'expliques un petit peu tout ça aux auditeurs, ce que tu fais, comment tu t'organises, et peut-être que tu nous partages un petit peu quelques-uns de tes grands voyages et ce que tu as retiré. Avec plaisir. Euh, et peut-être que du coup, pour introduire tout ça, je te laisse te présenter, nous expliquer ce que tu fais, qui tu es. Ouais, avec plaisir. Alors du coup, comment me décrire? C'est une bonne question. Alors après tu m'expliqueras pourquoi tu as dit aventurier, aventurier moderne. C'est la première fois Ouais, je te dirai. qu'on me le sort, mais je suis curieux. Non, en fait, comment je me décrirais? Je me décrirais simplement comme un homme ordinaire avec une vie, très ordinaire, qui a ressenti à un moment de sa vie, suite à certains électrochocs et certains événements, comme une urgence à vivre, j'ai envie de dire, comme une sensation de ne pas avoir assez vécu et qui depuis, quelques années a fait des aménagements dans sa vie, a libéré du temps pour justement, vivre plus intensément et ceci par l'aventure. Voilà comment je me décrirais. Top. Ouais. Quand tu parles déménagement, comment ça se présente? Quand tu as aménagé ta vie? Oui, alors en fait, j'ai un job de bureau, très très banal. Je travaille dans un cabinet de conseil, mais maintenant je ne le fais plus que 6 mois par an, puisque j'ai libéré 6 mois dans l'année, que je consacre entièrement à mes aventures, à me former aussi à devenir, guide de montagne, et également à mes projets d'écriture puisque j'essaie d'écrire de plus en plus, d'articles à la fois sur mes aventures et sur celles des autres, et avec des quelques projets aussi d'écriture de livres. Heu, donc voilà, je consacre 6 mois dans l'année, purement et égoïstement à tout ce qui me rend heureux. Bah, écoute, au contraire, c'est génial parce que ça permet qu'on ait cette conversation, par exemple, et je suis sûr que tu en inspireras beaucoup, s'il y en a qui t'ont pas encore découvert sur, je pense notamment à Outside, qui est un site que je parcours pas mal et où tu as, je crois, au moins 3 ou 4 articles, Ouais, sur 4 des articles pour voyages que tu as l'instant, fait. ouais, Ouais. exactement. Bah, en tout cas, moi, il y en a un, celui sur l'Islande, tu nous en diras plus, je pense plus tard, mais qui m'a vraiment bluffé sur le format. C'est une vraie invitation au voyage et tout ça dans le contexte, Covid, sans vraiment, avoir besoin de gros budgets et cetera. Donc c'est en ça pour moi que, tu vois, quand tu t'es présenté la première fois, qu'on a eu notre conversation pré-enregistrement où je me suis dit: «Waouh, c'est l'aventurier des temps modernes», parce que tu as, d'un côté un job, qui moi me parle beaucoup parce que c'est un job par lequel j'ai commencé dans le conseil. J'étais à Paris aussi, et c'est en tout cas, moi, j'avais pas croisé jusqu'à présent de consultants, qui, 6 mois de l'année sont, des explorateurs aventuriers, et bientôt guides de haute montagne. Donc, c'est pour Ouais, ça que ça m'a fait, c'est sûr. C'est un mode de vie assez atypique ouais. et en même temps, je pense que c'est quelque chose et c'est pour ça que j'ai envie de partager un peu mon histoire aussi, très modestement. C'est que je pense que c'est un mode de vie que tout le monde pourrait, avoir. En fait, on a tous une je pense que dans nos vies, on a tous une marge de manœuvre, elle est simplement plus étroite, chez certains que d'autres. Donc il y a certaines personnes qui peuvent tout plaquer, pour vivre, par exemple de l'aventure à 100. Malheureusement, on n'a pas tous, cette chance. On a tous des contraintes professionnelles, familiales qui nous empêchent, de tout plaquer pour vivre autre chose. Mais je pense qu'on peut tous faire des ajustements et simplement assumer qu'on a d'autres aspirations dans notre vie et d'autres projets, que la Ouais. carrière et c'est pour ça que j'ai envie de parler aussi de mon mode de vie. C'est que je pense que c'est quelque chose, d'accessible en fait pour pas mal de gens.
Et d'ailleurs, à la suite des articles que j'ai écrits sur Outside, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, qui m'ont demandé: «Mais, comment tu fais? Comment je peux avoir aussi ce mode de vie? J'aimerais voyager, tant de mois dans l'année». Et en fait, il y a pas de secret. C'est-à-dire que le seul secret que je peux donner, le seul conseil, c'est, parler de vos projets personnels à vos collègues, à vos managers. Dites ce qui vous fait vibrer, ce qui vous grise dans la vie. Et mmh et en tout cas, si vous êtes bon dans votre travail et que les gens vous apprécient, au minimum, ils feront tout, pour pouvoir, vous mettre en place ce type de système. Donc on perd rien à demander et à dire qu'on a d'autres rêves, que notre job, en fait. Ouais, ouais, complètement, complètement. C'est peut-être le premier filtre, c'est vrai que c'est un très bon point. C'est l'autocensure en réalité, Bien en sûr, tout cas l'autocensure, exactement. le fait de pas oser, se lancer. Écoute, c'est vachement intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être du coup commencer par ça? Comment est-ce que ça s'est présenté pour toi? Comment est-ce que tu as organisé cet aménagement dans ta vie? Et tu évoquais tout à l'heure des déclencheurs, qui à un moment donné t'ont fait te rendre compte que tu vivais peut-être pas forcément ta vie aussi pleinement que tu aurais pu. Donc ouais, si peut-être que tu peux rentrer un peu dans le détail sur, la phase de lancement, on va dire, dans l'aventure des temps modernes? Ouais, carrément. En fait, ça a commencé à mes 25 ans. Donc en fait, jusqu'à mes 25 ans, moi, j'étais vraiment, un jeune homme, un jeune diplômé, qui avait des aspirations professionnelles un peu démesurées. J'étais, vraiment, carriériste, pardon. Je me suis lancé sur le monde du travail avec, cette volonté de bâtir une carrière, d'avoir un CDI, d'acheter un appartement. J'ai intégré un grand groupe, du CAC 40, qui est le leader mondial des cosmétiques, pour pas le nommer. Et hem et une fois que j'ai eu tout ça, une fois que j'avais eu, mon CDI, mon job, très bien payé, mon appartement à Paris, je me suis rendu compte, et il y a un moment, dans ma vie où je me suis dit, «Projette-toi 15 ans plus tard, si tu continues ta vie comme ça, à passer tout ton temps au travail, hein, pour faire très Mmh. simple, est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu seras content de la vie que tu vas raconter, aux autres et à tes enfants?» Et en fait, je me suis projeté comme ça 15 ans plus tard, et j'ai envie de dire que j'ai fait ma crise de la quarantaine, en fait, par anticipation. C'est-à-dire que je me suis voilà, tout simplement. Donc j'aime bien dire ça parce qu'en fait, j'ai l'impression, d'avoir sauvé, 15 années de ma vie, et Ouais. au moins de m'en rendre compte maintenant, d'avoir projeté mes regrets que je pourrais avoir plus tard, de me dire, «Ouais, OK, j'ai sauvé 15 ans de ma vie et aujourd'hui, je suis un peu plus épanoui». Et il y a eu un vrai événement, donc il y a eu toute cette réflexion d'abord sur le monde du travail, sur mon rapport au travail. J'étais pas vraiment en rejet de mon job, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais vraiment en rejet de moi, la place que je mettais dans ma vie pour le travail. Et il y a eu un événement qui sont les attentats du 13 novembre 2015, je pense, qui ont vraiment marqué, pas seulement moi, mais toute une génération, toute la génération Ouais. de mon âge, et même, toute une génération en général. Et en fait, c'est très idiot, mais je me suis rendu compte à 25 ans que j'étais pas immortel et que moi aussi je pouvais mourir du jour au lendemain. Hem et c'est là où je me suis dit: «Ouais, OK, il faut quand même que tu fasses quelque chose, il faut que tu te hâtes à vivre». Et en fait, j'ai démissionné de mon job, dans cette grande entreprise. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et comme tous les jeunes un peu perdus, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, je suis parti voyager parce que souvent c'est la réponse. On va voyager pour voir un peu ce qui se fait ailleurs et ce qu'on est capable de faire, une fois libéré de toutes nos contraintes. Je suis parti en Nouvelle-Zélande, et c'est là où j'ai vraiment découvert, mon amour pour la nature, alors que moi j'étais complètement parisien, et la nature, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait pas, à la base. Je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai acheté une voiture, juste avec 500 $, et j'ai parcouru comme ça pendant 5 mois les alors à la fin, la voiture, elle est morte. Elle avait déjà 360 000 au compteur quand je l'ai achetée. C'était une Toyota Starlet. Je sais pas si tu vois c'est quoi comme voiture? C'est la Ouais, taille ouais. la taille d'une Clio, en fait, hein. Tu peux même pas dormir à l'intérieur, donc j'avais ma tente. J'ai acheté une tente là-bas sur place, et j'ai parcouru, comme ça, les 2 îles. Au début, j'allais seulement sur des alors d'abord, j'allais seulement de ville en ville parce que j'étais pas forcément attiré par la nature. Puis après, je me suis mis à aller parcourir des petits sentiers, balisés, parce qu'on a des très belles randonnées en Nouvelle-Zélande. Et après, j'ai rencontré, 2 Allemands avec qui j'ai fait la route pendant, 3-4 semaines, et qui, eux, étaient vraiment des fous d'aventure et allaient, s'engager dans des sentiers pas du tout balisés et vraiment dans la nature sauvage. Et c'est là où j'ai vraiment, découvert des choses, incroyables, des sensations incroyables, des paysages, qui m'émerveillaient. J'ai découvert mon amour de l'aventure et de la nature comme ça. Et quand je suis revenu en France,
parce qu'il fallait bien que je revienne un jour, j'avais plus d'argent, j'avais démissionné, hein, j'avais pas de chômage, j'avais rien. Fallait bien que je retravaille, donc j'ai réintégré ce cabinet de conseil dans lequel je travaille aujourd'hui. Mais j'avais toujours, dans ma tête ce désir de libérer plus de temps. Donc je me suis dit: «OK, OK. je vais reprendre un CDI, je vais reprendre un job de bureau». Mais par contre, 1 an et demi plus tard, je savais déjà en tête que j'allais leur demander ce rythme mi-temps pour pouvoir, faire mes propres aventures et pouvoir vivre plus pleinement, cet amour, qui était né en Nouvelle-Zélande. Génial. Et donc tu dis, pour toi, c'était très clair déjà dès le début, que tu allais finir par leur demander, un aménagement. Ouais. Quand tu l'as fait, tu y croyais, enfin, c'était clair pour toi qu'ils allaient, forcément accepter ou, c'était quand même une grosse prise de risque, bon, tu le Non. ressentais comme une prise de risque à ce moment-là? Ouais, c'était une grosse prise de risque et d'ailleurs, pour être très honnête, c'est pas moi qui ai eu cette idée de l'aménagement. En fait, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit très clairement, «Voilà, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore être avec vous» et c'était c'est très sincère, hein, j'adore travailler dans cette entreprise et avec cette équipe. Mais par contre, voilà, je lui ai dit, j'ai déjeuné avec lui, je lui ai dit: «Par contre, j'ai d'autres projets dans ma vie, j'ai d'autres choses qui me passionnent, il y a d'autres choses que je veux faire, d'autres projets». Donc je lui ai raconté un peu la montagne, les aventures, l'écriture. Et je lui ai dit: «Bah, voilà, j'ai pas d'autre choix, en fait, parce que je suis vraiment, poussé par ça, j'ai pas d'autre choix que de démissionner. Donc je suis prêt à quitter un poste, qui me satisfait pour aller vivre ça». Et il m'a dit: «Mais pourquoi tu veux démissionner? En fait, on peut trouver une solution très, très simple, et on peut très bien t'accorder un mi-temps et voilà, tu travailles avec nous, tel mois et telle période et le reste du temps, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux». Et en fait, ça s'est fait comme ça en une après-midi, tout le monde était d'accord et aujourd'hui, Waouh! c'est un système qui est satisfaisant, en fait, pour tout le monde. Waouh! Ouais, comme quoi, hein, c'est vraiment, le fait de demander, ouais, c'est parce que qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pas, hem, si tu avais pas fait ce pas-là, où est-ce que tu en serais aujourd'hui, tu penses? Si tu te reprojettes, tu vois, où tu avais pas eu du coup l'occasion de travailler en mi-temps, de te consacrer à ces projets, ce serait qui le Steve d'aujourd'hui? Je pense que j'aurais démissionné malgré tout, parce que j'étais prêt à le OK, faire et à continuer en fait mon métier, ce métier que j'aime et qui me fait vivre malgré tout, de manière un peu plus précaire, peut-être par des CDD, et voilà, par des missions un peu plus courtes, pour toujours avoir cette liberté d'accorder du temps à ce ouais, que je veux faire par ailleurs. OK. Ben, beau message, lancez-vous, du coup, à celles et C'est ceux qui ça. nous écoutent, Et comme quoi, hein, Et ils surtout oser demander, en ouais, fait. Surtout dans le milieu du conseil, c'est un milieu hyper rigide normalement, et pour le coup, j'ai découvert que mes managers étaient des gens très ouverts d'esprit, qui eux-mêmes avaient d'autres rêves, et je pense que c'est le cas dans toutes les entreprises. On a plein ouais, de personnes qui ont d'autres, aspirations, et d'autres rêves personnels, en fait. Je pense qu'il y a aucun enfant qui lève la main et qui dit, «Plus tard, je veux être, DRH, comptable, chef de produit ouais, marketing», j'en sais rien. Tu vois? On a tous des rêves enfouis au plus profond de nous, donc on perd rien à en parler aux autres autour de nous et voilà, ça peut marcher. complètement, complètement. Donc là, ça y est, donc ça, c'était en 2000, tu disais en 2015, tu es parti en Nouvelle-Zélande? Ouais, 2015, je suis parti en Nouvelle-Zélande, enfin parti non, je suis parti en 2016 en Nouvelle-Zélande, OK, j'ai repris le monde du travail en 2017 et en 2018, j'ai eu ce rythme, à temps plein qui me permettait d'aller, faire mes aventures, 6 mois dans l'année. OK, OK. Et donc une fois le temps partiel, en poche, c'est sur quel projet est-ce que tu as commencé par te lancer? Je suis d'abord parti en Amérique du Sud, Ouais, avec un pote. On est parti d'Argentine, de Buenos Aires, on est descendu jusqu'à Ushuaia et après on a remonté, par le Chili, la Bolivie et le Pérou. Ça, c'était un voyage juste incroyable, une expérience, phénoménale et c'est là aussi où j'ai fait mes premiers pas, d'andinisme, du coup, dans la Cordillère des Andes ouais. et où j'ai fait mes premiers sommets et c'est là où j'ai vraiment découvert l'amour de la montagne et de l'alpinisme. Les sommets, tu les as fait où? Dans la Cordillère Blanche? Dans la Cordillère Royale, ouais, en Bolivie. OK. Ah, en Bolivie. OK. Donc OK. j'ai fait trois sommets de 6 000 et 2 ou 3 sommets de plus de 5 000, Ah ouais. Ah ouais, quand même, ouais, pour un qui étaient début, juste. Ouais, alors il y a des sommets de 6 000 qui sont assez faciles. Il y a un sommet à 6 300 qui s'appelle le Parinacota, qui est plutôt accessible, qui est pas techniquement difficile. C'est surtout de la marche avec un piolet, mais qui est juste, grandiose et au niveau de la vue et d'être à 6 300, c'est quand même assez incroyable.
au niveau des sensations et puis en plus, voilà, il faisait hyper froid, il y avait des rafales de vent, je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, c'était assez impressionnant. Et par contre, il y avait d'autres sommets, dont un qui s'appelle le Condoriri. J'ai écrit un article là-dessus sur Outside d'ailleurs, qui est à 5648. Et celui-là, c'est un sommet qui est techniquement très difficile. Et d'ailleurs, je ne le savais pas avant de le faire. Si j'avais su qu'il était aussi difficile, je me serais pas lancé dessus et j'ai eu des sacrées frayeurs. À la fin, il y a une arête sommitale qui est sans fin, qui est hyper aérienne avec des précipices de chaque côté de 600 mètres et on marchait vraiment Waouh! avec mon guide bolivien qui avait 23 ans, donc qui était hyper jeune, mais hyper expérimenté. Ça a été une super expérience. Et donc, on était 2 sur cette arête sommitale. Moi, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas toutes les techniques. Donc, lui, il m'a montré sur le tas, en fait, comment m'assurer, comment sécuriser. Et c'était une expérience vraiment incroyable. Mais j'ai vraiment eu peur là. Je me suis vraiment rendu compte que si un jour je voulais faire de l'alpinisme, il allait falloir que j'acquière une technicité et des connaissances que pour l'instant j'avais pas. Ouais, 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 j'imagine qu'une fois qu'ils se retrouvent au sommet, sur passage engagé, ouais, le retour à la réalité peut être un peu violent, C'est si sûr. tu as pas l'expérience précédente. Et qu'est-ce qui t'a, tu disais que ça avait été des expériences, enfin, que tu étais tombé amoureux de la montagne, grâce à l'ascension de ces sommets. C'est quoi exactement qui t'en a mis plein les yeux et qui t'a donné envie de te lancer dedans, même, professionnellement? C'est dur de répondre à cette question, en fait, sans tomber dans des clichés, mais malheureusement, en fait, c'est la meilleure façon de le décrire et c'est très sincère. C'est d'abord, ouais, l'émerveillement, face à la nature, atteindre, grâce à l'effort des vues que tu ne pourrais jamais avoir si tu avais Mmh. pas, exploité, voilà, toutes tes facultés physiques, si tu étais pas dans l'effort pour les atteindre. Et après, c'est tout ce que tu c'est en fait, c'est le double combat que tu mènes à la fois face à la nature, parce que la nature, en fait, elle te facilite pas forcément la tâche. C'est à toi de braver un peu les obstacles et aussi du double combat avec toi-même, en fait, et sentir tes limites, qui se rappellent à toi, sentir ton corps dans l'effort. Ouais, c'est vraiment toutes ces notions d'ailleurs que tu parles beaucoup dans ton podcast de dépassement de soi-même Ouais. et cette sensation de se sentir vivant. En fait, j'aime bien cette expression parce que c'est hyper dur à décrire, mais tout le monde la comprend quand on dit se sentir vivant. Moi, c'est ce que je ressens quand je suis en montagne ou quand je fais une aventure. C'est ouais, j'ai l'impression d'être là, quoi. J'ai l'impression d'exploiter toute ma condition physique, d'être sur le moment présent. Éprouver des émotions tellement intenses que tu peux pas avoir par ailleurs, autrement. Notamment à la Défense, dans une tour, au C'est ça. fait, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça me parle carrément, tu vois? Surtout cet aspect de, découvrir au fur et à mesure que tu montes des paysages que tu aurais jamais pu sur lesquels tu aurais jamais pu poser les yeux autrement, cet C'est clair. émerveillement, tu vois? Face à la au grandiose de la nature, ouais, ça peut peut-être faire cliché, mais moi, ça me parle, complètement. Hem Et c'est très intéressant ce que tu as dit sur le dépassement parce que, hem je me suis rendu compte que, à travers les retours des auditeurs et même, tu vois, moi, les invités que j'essayais d'approcher, heu, souvent, enfin, on peut avoir tendance à penser que dépassement, résilience, tu vois, détermination, les termes qu'on évoque, c'est il faut avoir un champion olympique, champion du monde, un entrepreneur d'une boîte qui vaut 300 millions pour que la conversation soit intéressante. Mais en réalité, le dépassement, enfin, c'est très subjectif, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que, peut-être j'ai un invité qui me disait ça, tu vois, Jacques Aubin, qui sera sorti d'ici à ce que ton épisode soit diffusé, qui a perdu, plus de 100 kilos en 1 an et qui fait maintenant des semi-marathons, marathons, Ironman et qui disait que lui a beaucoup de respect, même pour les gens qui font un 5 kilomètres parce que peut-être qu'un 5 kilomètres pour ton voisin, c'est le défi d'une vie pour, des raisons X ou Y. Donc ça m'intéresse vachement de savoir comment toi ça s'est passé, tu vois? Si tu te replonges dans le moment où tu es arrivé sur cette arête et que tu t'es rendu compte avec ton guide de 23 ans que, bah, voilà, techniquement, il allait falloir apprendre vite et dans l'instant. Comment tu as fait, enfin, ça a été quoi peut-être tes premières réactions, contrôlées ou pas et comment tu as fait pour te reprendre, voilà, rester dans l'instant, rester concentré et pas complètement flipper, t'arrêter, t'asseoir ou redescendre?
Bah, en fait, ouais, enfin, tu l'as dit, la clé, c'est dans ces moments-là, c'est heu, tu peux pas divaguer, en fait. Il faut que tu sois absolument dans le moment présent, tu dois te concentrer, tu dois mesurer ce que tu es en train de faire, tu dois mesurer les risques aussi, tu les vois, même si tu as pas toutes les Ouais, tu pas un alpiniste aguerri, tu vois très bien les risques, tu vois très bien que tu peux décrocher à tout moment si tu fais pas attention et c'est cette faculté, en fait, je pense d'être hyper consacré, d'être à fond dans ce que tu fais sur le moment et alors à la fois pour toi-même et aussi de comprendre qu'en fait cette corde qui te relie, à ton guide, en fait c'est pas seulement lui qui prend soin de ta sécurité, c'est aussi toi qui as sa vie entre tes mains parce qu'en fait la ouais. la la corde, c'est un lien moral entre vous 2. C'est-à-dire que lui, il faut pas qu'il dévisse et toi non plus, en fait. Donc tu tu hyper concentré sur le moment, tu reprends tes esprits, tu divagues pas et ouais, tu tu vois tu t'écoutes ce qu'il faut faire parce que c'est lui le guide en tout cas, il te dit ce qu'il faut faire et toi tu te permets pas de c'est pas le moment de tenter des expériences personnelles en fait et de voir, ce qui va arriver, Ouais. en marchant à droite plutôt qu'à gauche, ouais c'est cette faculté, d'hyper concentration je pense qui est importante. En quoi est-ce que ça t'a servi cette expérience dans ton métier par la suite? Dans ton métier de consultant? Ça m'a servi dans le sens où, hem, ça m'a permis déjà de relativiser. Relativiser parfois quand tu travailles dans une entreprise, tu bosses sur des projets et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas si graves. En fait, pour refaire un peu l'histoire de ce sommet, cette année-là, la semaine après notre ascension sur le Condoriri, il y a une, cordée espagnole aussi qui est montée et qui a dévissé. Donc il y a un des 2 alpinistes, qui est décédé et l'autre, qui était dans un état assez grave. Donc en fait, déjà, ça te permet de relativiser ce que tu fais dans ton Ouais, quotidien et c'est aussi, une belle métaphore sur le travail d'équipe. C'est-à-dire que, dans le monde de l'entreprise, tu as des chefs de projet, tu as des managers, souvent tu te rattaches à eux, tu suis leur direction, mais toi aussi tu as un rôle à jouer. Dans une cordée, en fait, le suiveur, c'est pas seulement quelqu'un qui suit comme un mouton et qui se contente, mmh, de suivre le leader, mais il a aussi une responsabilité, en fait. c'est intéressant. Tu as eu l'occasion à ton retour d'animer, je sais pas, des ateliers, des workshops, des conférences au sein de ta boîte par rapport à cette expérience? Est-ce que tu en retirais les parallèles que tu faisais avec le monde du conseil? Non, pas du tout, mais c'est une bonne idée. J'aimerais bien. Non, je pense Je me posais qu'effectivement, il y la a beaucoup question de parce que parallèles à faire, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, tu vois, si je me replonge, ou ma période, consulting, j'aurais trouvé ça juste passionnant parce que, c'est vrai, comme tu dis, c'est plutôt enfin, le mindset par défaut qu'on trouve dans le conseil, c'est plutôt un état d'esprit, oui, plus rigide que, hyper flexible et ouvert tu vois, sur ce qui se fait en dehors du conseil. Donc je trouve que ça, enfin, ouais, moi ça me parlerait carrément. Je trouverais ça hyper intéressant, en travaillant dans un cabinet de conseil, de voir que j'ai un collègue dans l'équipe qui a ce genre d'expérience, et je pense que ça apporterait une richesse incroyable. Non, je Enfin pense bon, voilà, qu'effectivement, il y a continue. beaucoup je pense que tu as raison, il y a beaucoup de parallèles à faire dans le monde de l'entreprise et Ouais, par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans la nature et pas seulement en montagne. ouais, Ouais, effectivement, ça pourrait être après, je suis quelqu'un d'assez réservé sur ce que je fais et assez timide. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion je suis plutôt dans l'écriture, en fait, j'adore écrire. Les podcasts pour moi, c'est aussi une forme «d'écriture» entre guillemets parce qu'on travaille avec les mots aussi. On essaie de ouais, trouver les mots justes pour transmettre, les émotions et ce qu'on a vécu, mais c'est vrai que je suis pas très dans parler de ce que j'ai pu faire, non. ouais, ouais. OK, OK. Bien, bah, donc ça fait déjà une sacrée première expérience pour un début dans l'aventure. Ça a l'air d'être du costaud. Ouais, ça m'a bien Les mis dans le bain, c'est clair. Ouais. Et donc suite à ça, si je me trompe pas, ça a été une aventure, enfin un défi en France cette fois-ci, hein? Ah, tu veux parler du GR20? Exactement, C'est ouais. ça. En fait, le GR20, c'est vrai que là, on a fait un peu l'historique dans le désordre. GR20, c'était après ma traversée en solitaire de l'Islande. C'était juste à la suite, en fait. C'était 2 jours Ah, après, c'était à la suite? ouais, D'accord. c'était 2 D'accord, jours après d'accord. mon retour d'Islande. En fait, après donc ma période off, quand je suis libre, c'est entre avril et août, et malheureusement, l'année dernière, il y a eu le confinement. C'est-à-dire qu'avril-mai, j'étais comme tout le monde, chez moi à Paris confiné et après il me restait plus que 3 mois pour aller faire, plein d'aventures
et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de partir en Islande, faire la traversée en solitaire du point le plus au nord au point le plus au sud. Parce que c'était le un des rares pays qui acceptait encore des touristes français, et c'est un pays que je connaissais bien parce que ça faisait, c'était ma 5e fois en Islande, et juste après, en fait, j'avais programmé un GR20 avec un pote, et donc on est parti 2 jours après mon retour d'Islande, donc ça m'a fait, 2 mois, vraiment à fond, heu, Waouh! où j'ai où j'ai fait que de marcher, des dizaines de kilomètres par jour. Et tu devais avoir une condition physique, d'enfer, en attaquant le GR20. Ouais, mais par contre, en commençant l'Islande, c'était pas le cas parce que j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner du coup pendant le confinement, donc Ouais. c'était un peu dur. Bah, on aura l'occasion d'en parler, mais ouais, les premiers jours étaient juste, affreusement douloureux. Alors justement, ce voyage en Islande, moi, c'est celui qui me enfin tous tes voyages, m'ont vachement intéressé, mais l'Islande, la particularité de le faire, je fais un petit peu de spoil, tant pis, mais en autonomie complète, et sans ravitaillement, j'ai trouvé ça juste hallucinant. Est-ce que tu peux peut-être, pour celles et ceux qui connaîtraient pas trop l'Islande, nous rappeler la distance que ça représente, la traversée nord-sud? Le temps que ça t'a pris et peut-être qu'on commence à rentrer dans le détail de la réalité d'un point de vue logistique, ce que ça a demandé comme, organisation, le poids que tu portais et cetera? Ouais, carrément. Alors du coup, je suis parti, du point le plus au nord de l'île principale qui s'appelle Riftangi, qui est située à 2,5 kilomètres du cercle polaire arctique. Et j'ai marché donc en traversant les hautes terres d'Islande, en contournant le Vatnajökull, donc le plus grand glacier, d'Islande et d'Europe, par l'ouest, et je suis descendu, jusqu'au point le plus au sud qui est Kotluttangi, donc au littoral, sud, et donc ça faisait 620 kilomètres en marchant, en autonomie totale, donc avec un sac de 26 kilos au départ. J'avais prévu 26 kilos Waouh! pour, 22 jours, d'autonomie. Finalement, j'en ai mis 20, dont un jour, d'arrêt forcé, à cause, d'une tempête. Et donc, au final, sur les 620, donc j'ai marché 595 kilomètres parce que, à cause de cette tempête, j'ai dû être rapatrié en 4x4, via le refuge le plus proche. Et donc j'ai marché, voilà, pendant 20 jours, 595 kilomètres, à pied en autonomie totale. D'accord, et donc ça, c'était, après mai, hein, c'est ça? C'était en juillet, ouais, juillet En 2020. juillet, OK, OK. OK, ah et donc même au cœur de l'été, tu as des conditions qui peuvent être, extrêmes en Islande? Ah oui, oui, totalement. Ah oui, enfin, Ouais, l'Islande, c'est vraiment le pays où tu peux avoir 4 saisons dans une journée. Tu peux avoir d'accord. la pluie, tu peux avoir même de la neige à cette époque de l'année, tu peux avoir des rafales de vent qui sont bah, là, c'était une tempête avec des rafales de vent à plus de 120 kilomètres/h. Donc autant te dire que Ah oui, quand tu es tout seul sur un plateau où tu as vraiment aucun endroit pour t'abriter, où tu es juste avec ta tente, en fait, tu juste aucune chance. Donc tu vas pas, affronter comme ça, bêtement, les forces de la nature, il faut être humble face à ça, et en fait, tu pas d'autre choix que d'aller t'abriter, tout ouais. simplement. Et là, comment ça s'est passé? Tu avais, un téléphone satellite, tu as déclenché une balise, comment tu as fait pour l'évacuation? Ouais, j'avais un téléphone, enfin, c'est un GPS satellite qui est le Garmin InReach Explorer, qui te Ouais, permet d'avoir la météo. Et donc j'avais aussi ma copine qui me monitorait, depuis Paris, qui me suivait un peu et qui pouvait m'envoyer les alertes météo. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait une tempête qui arrivait, quelques heures, plus tard. Moi, à ce moment-là, j'étais dans les hautes terres d'Islande, j'avais vraiment aucun endroit où m'abriter. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire de cette information. J'ai allé contacter les services de secours islandais qui sont hyper efficaces, hyper accessibles, et à qui j'avais envoyé mon itinéraire aussi, donc ils me suivaient. Je leur ai demandé un peu leur avis. Ils m'ont dit qu'effectivement, là où j'étais, positionné en ce moment, il fallait mieux que je sois rapatrié. Soit je faisais appel, à des rangers en fait, du parc national du Vatnajökull, qui pouvaient passer me prendre, soit j'essayais de faire du stop. Alors il y avait vraiment personne, à ce moment-là. Donc je me suis dit en fait, je me suis dit: «Je vais accepter l'imprévu, je vais pas demander les rangers, je vais attendre qu'une voiture passe, si jamais une voiture, passe, et dans ce cas-là, si elle veut me prendre, bah, ça sera le signe du destin qu'il faut que je sois rapatrié». Donc j'ai marché ce jour-là 38 kilomètres, et au bout du 38e kilomètre, il y a un 4x4 de Suisse, heu, de randonneurs suisses qui est passé, et c'est eux-mêmes qui se sont arrêtés, qui m'ont dit: «Il y a une tempête qui approche, on peut pas te laisser là en fait, monte avec nous», et donc ils m'ont ramené, 25 kilomètres plus loin, dans le refuge du Landmannalaugar.
et donc je suis resté un jour dans ce refuge et j'ai bien fait parce que, bah, tout le monde a été rapatrié dans ce refuge-là et il y avait même des personnes qui étaient en tente, dont la tente s'était envolée, donc qui étaient arrivées en urgence, Waouh! au refuge. C'était assez impressionnant et pour la petite histoire, c'est la même tempête qui a immobilisé aussi Mike Horn quand il était en expédition pour aller, rejoindre le Groenland. Et donc ça D'accord. il a été immobilisé, par la même tempête, en Islande. Voilà. Ça, c'est juste pour dire à quel point la tempête Ouais, ouais. était énorme parce que même si Mike Horn s'arrête, Ouais, c'est que c'est du lourd, c'est du lourd quand même. c'est clair. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'autonomie, complète? En fait, ce que j'aime dans la nature, moi, c'est tout faire par mes propres moyens. C'était vraiment pas l'idée de faire un exploit physique ou un record ou quoi que ce soit, ça, c'est pas vraiment des trucs qui m'importent, mais c'était d'affronter la nature, tout simplement parce que par tes propres moyens, en fait, tout simplement. Mmh. Et c'est toujours plus sympa aussi de se dire que t'as pas à tout organiser en termes de logistique, des points de ravitaillement qui auraient été hyper compliqués à organiser en plein confinement. Donc je me suis dit: «Voilà, faut que je me fasse une aventure en solitaire». Je connais bien l'Islande, même si là j'ai découvert des coins que je connaissais pas du tout. Donc je suis parti avec mon sac et je me suis dit: «Voilà, au moins tu vas en autonomie complète, tu dois rien à personne, t'as pas d'étape à être, tel jour, pour avoir Ouais. ton ravitaillement». Voilà, c'est une vraie liberté pour le coup d'être dans la nature comme ça. Et comment ça s'est passé, d'un point de vue pour la planification? Comment est-ce que tu as réussi à prévoir, enfin, je pense surtout à la nourriture parce que, autant, côté équipement, bon, voilà, j'imagine que si tu sais que tu pars sur une certaine période, bah, tu emmènes à peu près tout ce dont tu peux avoir besoin, mais la nourriture, l'eau, comment, ouais, comment ça s'est organisé? Alors au niveau de nourriture, j'avais prévu 22 jours d'autonomie, j'avais préparé mes plats chez moi, en fait. OK. J'ai ce qu'on appelle un déshydrateur, en fait, ce qui permet de donc ça, c'est un vrai conseil pour ceux qui font souvent des aventures en autonomie comme ça. Achetez-vous un déshydrateur, c'est super, vous pouvez déshydrater tous vos légumes et après vous faire des plats maison comme ça avec des pâtes, du riz, du boulgour, des graines et cetera. Mélanger des légumes déshydratés, ça tient hyper longtemps et c'est plus savoureux et c'est moins cher en plus que les plats industriels. Donc j'avais prévu comme ça 22 jours d'autonomie. J'avais prévu bien sûr tout ce qui est snacks, fruits secs, pour la journée, des flocons d'avoine le matin. Malgré tout, bien évidemment, j'avais pas de enfin, je dépensais beaucoup plus de calories que ce que je pouvais manger et à la fin du parcours d'ailleurs, j'ai perdu 6 kilogrammes, ce qui représentait, 9 de mon poids de départ. J'avais j'avais emporté aussi Ouf! une petite flasque en inox avec 250 millilitres d'huile d'olive pour ajouter des calories dans mes plats. Mais bien sûr, ça suffisait pas. Je dépensais beaucoup Ouais, trop d'énergie et je suis pas assez, encore assez technicien sur tout ce qui est diététique pour savoir, combien de calories j'avais dans chaque plat. J'ai vraiment fait ça un peu, ouais. à l'arrache, mais après je connais assez bien mon corps et je savais ce qui allait être suffisant au moins pour, durer 22 jours. Bah, ça allait être ma prochaine question, en fait, parce que tu vois, bon, là, c'est une question un peu égoïste, mais sur mes expés, j'ai toujours du mal à savoir exactement, tu vois, combien de calories prévoir par rapport à l'effort, l'altitude, la durée, le dénivelé. Et c'est un paramètre, c'est tout bête, mais enfin, ça peut faire une énorme différence, tu vois. Toi, C'est clair, bien sûr. sur 20 jours, enfin, 9% de ton poids, c'est C'est ouais, énorme, en fait. c'est beaucoup trop, en fait. C'est beaucoup trop, mais à la fois, je pense que j'avais pas trop le choix, sinon je serais parti avec, je sais Ouais, pas, 30-32 kilogrammes. ouais, Ça aurait été impossible. Ça aurait été la moitié de mon poids, en fait, donc ouais, ouais. c'était, après la chance que j'avais, c'est qu'en Islande, il y a de l'eau partout, donc c'est-à-dire que la majorité des journées, j'avais juste une gourde d'1 litre d'eau dans mon OK, sac et par contre dans le désert, donc le grand désert, dans les hautes terres de l'Islande qui s'appelle l'Odadaron. Les Islandais pardonneront ma prononciation. Pendant 3 jours, j'ai dû transporter une réserve d'eau, de 5 litres parce qu'il y avait pas de source d'eau. Mais c'était à un d'accord, moment de l'aventure où j'avais déjà diminué mon sac d'un certain poids au niveau de la nourriture, donc je pouvais porter cette réserve d'eau. Mais sinon le reste du OK. temps, effectivement, j'avais pas trop d'eau à porter et pour la nourriture, bien sûr, j'avais cette sensation de faim, mais atroce, atroce, pas les premiers jours, mais au bout
du 10e jour, je pense que c'est là où j'ai vraiment ressenti la vraie faim, comme j'avais jamais ressenti. Enfin, tu vois, tous les jours dans notre vie quotidienne, on dit j'ai faim, mais en fait, ça, c'est pas de la vraie faim. La vraie faim, c'est Ouais. quand vraiment tu as l'impression que ton estomac essaye de se manger lui-même. J'avais vraiment cette impression atroce. Et quand j'ai terminé cette aventure, donc j'avais perdu, ouais 6 kilogrammes et après j'ai fait de l'hyperphagie quand je suis retourné à mon quotidien. C'est-à-dire que je mangeais tout et n'importe quoi et dans des quantités et j'étais jamais rassasié. Donc effectivement, je pense qu'il y a une meilleure et je pense sur mes prochaines expéditions, je vais prendre un peu plus de connaissances, diététiques pour mieux préparer mon alimentation parce que j'ai plus envie de revivre ces sensations-là. Ouais, j'imagine. Et peut-être dernière question sur l'aspect nourriture. En termes de pour celles et ceux à qui ça parlera, en termes de volume, au départ de l'expédition, la nourriture, ça représentait combien dans ton sac à peu près? C'était, un peu plus de la moitié de mon sac, puisque en fait, tout le matériel sans nourriture et sans consommable, donc sans les bouteilles de gaz, j'étais à maximum 12 kilogrammes juste en équipement. J'avais vraiment rien en Ah ouais, équipement, hein. J'avais ma tente, j'avais une tenue pour le jour, une tenue pour la nuit, une paire de chaussettes de rechange, un caleçon de rechange, une doudoune, j'avais vraiment pas grand-chose, hein. d'accord. Et tu avais un sac de 70 litres, quelque chose comme ça? C'était un sac de 60 litres, ouais. 60 litres, OK. Ah ouais, donc la nourriture, c'était vraiment OK. Tu parlais tout à l'heure de du GPS que tu avais. Quelles mesures, est-ce que tu prends? Alors là, c'est pour la traversée de l'Islande, mais j'imagine que pour le GR20 ou tes expéditions à venir, tu fais ça aussi. Comment tu planifies l'aspect sécurité, sur un itinéraire, aussi long? Bah, déjà avec le GPS, ça Ouais. permet à tes proches de te suivre, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'avais dit à ma copine qu'effectivement, j'allais l'avertir à chaque fois que je faisais une pause et que si elle voyait pas mon petit poing bouger, plus de pendant 30 minutes sans que je l'ai prévenue de que je faisais une pause, c'est qu'il m'était arrivé quelque chose. Donc elle suivait ça quand même de près. Elle était pas tout le temps sur son ordi bien sûr, mais ça permettait, de pouvoir, alerter les secours si besoin. Faut savoir que juste avant de partir en Islande, il y avait les autorités islandaises qui avertissaient sur l'éruption imminente du volcan, Grytvon sur le Vatnajökull. Et c'est un volcan que j'allais contourner à quelques dizaines de kilomètres, donc j'ai vécu avec une angoisse latente, une petite angoisse latente tout le long de mon aventure et quand je me rapprochais de cette zone, à chaque fois, je disais bien à ma copine: «Écoute, avertis-moi surtout si tu vois quelque chose aux infos». Bon, il s'avère qu'il est jamais rentré en éruption, mais ça ça a rien enlevé à l'angoisse. Ouais, Et après ce qui est rassurant en Islande, donc c'est un super qui est vraiment c'est un pays qui est super pour les expéditions sauvages et vraiment loin de tout parce qu'en fait, on a vraiment cet isolement qui est à son paroxysme. Mais par contre, on a toujours la certitude derrière qu'on a des services de secours qui sont, très, très efficaces. En fait, c'est des volontaires islandais qui gèrent tout ça. Il y a un site internet qui s'appelle, safetravel.is, où tu peux, mettre ton itinéraire et donc au moins, s'il y a un volcan qui rentre en éruption ou quoi que ce soit, eux peuvent regarder qui est dans la zone et peuvent aller te chercher. d'accord. Donc ça, c'est quand même hyper rassurant de savoir Ouais, qu'on a cette possibilité là derrière d'avoir des échappatoires. OK. Ouais, non, clairement, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Mais c'est pas la première fois que je l'entends. J'ai, mon copain Yvan, que je salue, avec qui on a fait un trek au Népal, qui avait tenté une hivernale, une traversée de l'Islande, ouest-est de mémoire, Ah oui, en Pulka, ouais, ski de rando Pulka, qui a dû être secouru pour une tempête aussi, et c'est ce qu'il expliquait, ouais, que c'est des volontaires, mais apparemment l'hiver, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils viennent te chercher même au beau milieu de l'Islande. Ils ont des 4x4 qui sont spécialement équipés, chenillés, et cetera. Donc, ouais, visiblement, ils plaisantent pas en Islande avec le secours, ce qui est pas plus mal pour les aventuriers. ah oui, c'est clair. Mais en fait, il faut savoir que même de nos jours, il y a encore des accidents, il y a encore des touristes qui meurent en fait parce ils sont pas suffisamment équipés. Il y a quelques années, il y a un touriste israélien qui a été pris, par une tempête sur le Logavegur, qui est pourtant le trek le plus connu d'Islande, hein, et balisé. Et pourtant, les conditions météo peuvent tellement changer et si on n'est pas Ouais, préparé un minimum, ça peut être, vraiment désastreux. Désastreux. Il y a même des Islandais qui se font encore avoir lors de la dernière éruption de, l'Eyjafjallajökull, tu sais, ce volcan qui est rentré en éruption en 2010. Il y a des ouais, Islandais qui sont allés voir, donc sur le glacier, l'éruption et qui sont morts de froid. C'est donc effectivement, il faut vraiment être préparé ouais, ouais, il faut toujours se rappeler que partout, alors que ce soit en Islande, en France, même sur des sentiers balisés,
il y a toujours un danger. Il faut toujours faire attention, à la nature, il y a des risques partout et il faut toujours être sur ses gardes. Ouais, c'est un super bon point et je pense qu'on en parlera pour, quand on va commencer à évoquer ta prochaine expédition sur le GR20. Ouais, C'est pareil, moi je l'ai fait 2 fois et les 2 fois en plein été et les deux fois, il y a eu des morts et des morts de froid, tu vois? Ou pris dans des tempêtes, dans le cercle de la solitude, ouais, chaque année, il y en a. chaque année et ouais et c'est vrai que ouais, c'est un très, très bon point. Il faut absolument être préparé, c'est pas parce qu'il y a des centaines de gens, des milliers de gens qui font le circuit tous les ans que, qu'il y a aucun danger. C'est clair. OK, donc tu disais 20 jours au lieu des 22, 28 kilos au départ, tu as perdu 6 kilos, hein, c'est ça? Ouais, 26 kilos au départ et j'ai perdu 6 kilos. Waouh! 20 jours, ouais, dont un jour, d'arrêt forcé, donc une moyenne effectivement de 30 kilomètres par jour. Donc il y a Ouais. certains jours, je marchais plutôt 15 kilomètres et je crois que le jour le plus long, c'était 42 kilomètres. Ah quand même. Ouais, c'était dur. Sachant qu'il faisait jour en permanence à cette Ouais, époque? exactement. Alors c'est le gros avantage, c'est que tu peux vraiment avaler du kilomètre toute la journée et marcher, 10-12 heures par jour. En fait, il fait jamais nuit, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Tu pas obligé de rentrer, de poser ta tente, à une certaine heure, parce qu'après sinon il y a la nuit qui arrive. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais c'est vachement intéressant ça parce que physiologiquement, comment tu gères, l'adaptation? J'imagine que enfin, je suppose que ça a un impact sur, ton sommeil, la façon dont tu dors, ou pas du tout, tu étais juste tellement crevé que tu as dormi, Ouais, normalement, c'est ça en fait. J'étais tellement crevé en OK. fin de journée que tu t'endors et même s'il fait jour, alors même si t'as pas une tente qui est occultante, hein, tu es tellement crevé que tu dors Ouais, et même le matin, j'arrivais à dormir jusqu'à parfois 10-11 heures et je partais tard et j'arrivais tard le soir. Mais ouais, non, t'as aucun souci pour t'endormir. d'accord. Ah, c'est bon à savoir, ouais. Non, mais c'est tout bête, hein, mais tu vois, je me suis toujours dit que ça pouvait peut-être avoir un impact. OK. Super et si on prend un petit peu de hauteur, qu'on s'extrait de tous les sujets opérationnels très intéressants qu'on vient d'évoquer, c'est quoi toi que tu as retenu de ce voyage? En termes d'émotion, en termes de ouais, d'expérience, si tu devais décrire en quelques mots ce que tu en retires? Ce que j'ai retenu, c'est déjà la solitude. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt, solitaire, et malgré tout, vivre la solitude à ce point, parce qu'en fait, il y avait vraiment personne, à ce moment-là en Islande et dans les Hautes-Terres. C'est vraiment la région la plus désolée, d'Europe, je pense et c'est là où tu as pas de civilisation autour de toi, tu es vraiment tout seul. C'était hyper dur d'être seul toute la journée comme ça et tout ce qui peut te passer par la tête. En fait, les 10 premiers kilomètres sont assez sympas parce que tu commences ta journée, tu t'émerveilles du paysage, tu es en pleine forme. Après les premiers 10 kilomètres, bah, tu refais 10 kilomètres, mais alors le paysage bouge pas beaucoup parce qu'à pied, tu es quand même, tu quand même plus lent. Donc là, tu commences un peu à te lasser, un peu à souffrir aussi, tu as des grosses douleurs. Et puis les derniers, parce que tu as un but à atteindre, tu as cette moyenne à atteindre quand même pour remplir ton objectif, jusqu'à 30 et puis au-delà de 30 kilomètres, mais c'est hyper dur quand tu es tout seul. Mmh. Moi, je me parlais à moi-même, je Ah tu oui? oui, bah, tu obligé en fait, tu personne à qui parler, donc je commentais le paysage, je me dis: «Ah ouais, ça c'est pas mal» et cetera. Je commençais à écrire parce que moi j'aime beaucoup écrire sur mes aventures. J'ai écrit des articles sur Outside, sur cette aventure d'ailleurs et donc je commençais à écrire des textes, à m'enregistrer au dictaphone et vivre cette solitude et surtout dans un pays aussi magnifique. Bah, d'ailleurs dans ton dernier podcast, il y a cette citation, c'est: «L'aventure est plus belle lorsqu'elle est partagée» Mmh. et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était ma 5e fois en Islande. Je suis complètement amoureux de ce pays et de ses paysages et je trouvais ça dommage, d'être seul. J'ai la plus belle expérience que j'ai faite lors de cette aventure, c'est la traversée de l'Askia, qui est une caldeira, volcanique à l'est du pays, juste au-dessus du Vatnajökull, que j'ai traversé, d'ouest, en est, directement sur la caldeira. Donc il y avait personne, la neige était vierge, j'étais tout seul et c'est un des paysages les plus magnifiques que j'ai vus de ma vie. C'est juste surréaliste, c'est des paysages, mais un paysage impressionnant. J'ai pas encore partagé les photos sur mon Instagram et là je vais les mettre parce que je mets tout en retard. Mais c'est juste cette expérience était juste incroyable et je me dis: «Je suis tout seul»
et il y a personne d'autre pour voir ça et j'aurais voulu que, ouais, que mes potes, que ma copine, puissent voir ça, partager ce moment et en fait, quand tu es tout seul et c'est pour ça que j'aime écrire sur mes aventures derrière, c'est que ça me permet aussi de le partager à d'autres personnes, que ça Mmh. existe aussi pour d'autres. Ouais, c'est la solitude, c'était juste hyper dur. C'était hyper dur d'être là tout seul et parfois j'avais envie d'abandonner au 4e jour, j'avais envie d'abandonner déjà. Ah ouais, dès le 4e jour sur les 22 prévus? Ouais, ouais, parce qu'en fait, le sac, il est hyper lourd. Ouais. Alors, au début, au nord de l'Islande, alors c'est super parce que c'était un endroit vraiment sympa à voir, hein. C'est de la toundra, c'est quasiment de la toundra arctique. Donc en fait, ça te donne vraiment un aperçu de ce que veut dire vivre en Arctique, aux confins de l'Arctique. Mais voilà, c'est pas des paysages extraordinaires. Ça veut dire que c'est assez plat, il y a pas de relief. Donc au début, tu passes vraiment 4 jours avec ton sac au plus lourd, à pas forcément t'émerveiller des plus belles beautés de l'Islande. Donc Mmh. là, tu te dis: «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» Et en fait, il y a un moment, au 4e jour, je me suis dit: «Mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Est-ce que tu veux te lancer un défi physique? Qu'est-ce que tu es venu chercher?» Et ouais, alors faut savoir que j'ai fait une grosse erreur et ça, c'est en termes d'organisation, c'est un vrai truc à retenir. Alors pourtant, je suis très, très bon en préparation, je prépare tout, je note tout, heu et j'oublie jamais rien et la seule chose que j'ai oubliée là, c'est que j'avais pas vérifié les semelles de mes chaussures. En fait, c'est des chaussures de randonnée, des chaussures montantes que j'ai depuis 3 ans maintenant et donc j'ai fait beaucoup de randonnées avec, beaucoup de pays et en fait, mes semelles étaient trouées. Donc en fait, j'avais juste aucun amorti et je m'en suis rendu compte en fait au 4e jour, j'ai regardé mes semelles, j'avais des trous dedans et ce qui fait que j'ai eu des douleurs à mon tendon d'Achille, mais qui étaient juste, horribles. J'avais envie qu'il éclate et abandonner ce projet de folie, et c'était la seule chose que j'avais oublié de vérifier et qui est peut-être le plus important, c'est juste les conditions de tes chaussures. Ouais, quand tu te lances sur 620 kilomètres, c'est vrai que ça peut faire la Ah ouais? différence. Et qu'est-ce qui fait que tu as tenu peut-être pour finir là-dessus sur sur l'aventure de l'Islande, qu'est-ce qui fait que tu as tenu, 16 jours de plus? En fait, il y avait vraiment ces endroits en Islande, dont la caldeira d'Askja, le désert de Maelifellssandur aussi, au sud. C'était vraiment des endroits qui me faisaient rêver, que j'avais toujours voulu, visiter. Donc ça m'a fait tenir, parce que je me suis dit: «Ouais, je suis venu pour ça, il faut que j'aille les voir». Tout le reste, en fait, la traversée du nord au sud, c'était un peu accessoire, mais ce que je voulais vraiment voir, c'était la caldeira d'Askja et j'ai pas été déçu. Et puis, en fait, ce qui est beau aussi, c'est que quand tu te lances dans un défi comme ça, peu importe que tu sois, je sais pas, au pôle Nord, en Antarctique, au Groenland ou en Islande où pourtant tu as plein d'échappatoires, en fait, tu as plein de plans B si jamais tu as envie d'abandonner. Mais quand tu te Mmh. lances, quand tu t'es mis un défi, tu t'es mis en tête comme ça d'aller à ce point-là, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, il y a pas d'autre solution si tu veux rentrer chez toi que de remplir ton défi, ce que tu t'es imposé. Et en fait, j'étais poussé par cette volonté de m'en tenir à ce que je m'étais imposé, tout simplement. C'est dur à expliquer, mais une fois que tu te lances dans un truc et je pense que tout le monde peut le comprendre, tous les gens qui écoutent ton podcast, je pense, se sont déjà lancés dans des défis comme ça, que ça soit des sentiers balisés. Une fois que tu t'es mis en tête que tu devais le faire, tu pas d'autre choix que de le faire. À part un gros pépin, un Mmh. gros imprévu comme, les forces de la nature où là vraiment, il faut que tu sois humble, par rapport à ça, c'est pas toi qui décides, mais sinon tu remplis ton contrat, en fait, avec toi-même. Ouais, j'aime bien le concept. Et donc, non content d'avoir rempli ton contrat avec toi-même, sur ces 620 kilomètres, tu enchaînes 2 jours plus tard, avec le GR20. Tu parlais de la solitude comme étant peut-être le point que tu retiens, en tout cas le point difficile à gérer, si j'ai bien compris de l'expé. Là, ça a dû te changer le GR20 en plein été quand même, non? Ouais, exactement. Ouais, c'était plutôt cool. Et alors alors du coup, je suis parti avec un pote, donc ça c'était sympa de plus être, tout seul. Il y avait du monde aussi sur le GR20. Après, il y avait beaucoup moins de monde que les années précédentes, dû au confinement. Je Ouais. pensais que ça serait l'inverse, qu'il y aurait une surfréquentation du sentier, mais en fait, c'était l'opposé. Il y avait peu de personnes, donc on voyait tout le temps la même, quinzaine, de personnes, tous les jours. Hem Et là, l'objectif du GR20, c'était de le faire, vraiment alors c'était les 50 ans du GR20 et je m'étais dit pour les cin parce que en fait, le sentier, il a commencé à être balisé en 1970 et je me suis dit: «OK, je vais me OK. faire je vais me faire un kiff» et j'ai embarqué mon pote là-dessus qui, lui, s'attendait pas du tout à vivre ça, en fait,
et je l'adore pour ça, parce qu'à chaque fois que je lui propose un défi, il me dit: «OK» et il se rend vraiment pas compte, du truc que ça va être, et donc on s'est lancé en quasi autonomie totale, puisqu'en fait on avait un seul ravitaillement à Visavona, qui est le départ du GR20 Sud. Donc on est parti le premier jour avec 9 jours d'autonomie en nourriture, avec notre tente bien évidemment, et après on avait un ravitaillement à Visavona, pour les 7 jours restants, et là c'était vraiment, une approche différente du sentier, parce qu'aujourd'hui, c'est un sentier qui est vraiment en passe de devenir, un sentier de trail, de vitesse, où tout le monde veut le faire en moins de jours, possible. C'est vraiment, ça l'approche du GR20 aujourd'hui, et nous, on était à l'inverse Mmh. avec nos gros sacs de 20 kilos, avec notre tente, hyper lent. On mettait beaucoup plus de temps chaque jour que les temps indiqués sur le topo de la Fédération française de randonnée. Et on passait vraiment pour des aliens avec mon pote, tout le monde nous demandait: «Mais pourquoi vous faites ça avec vos gros sacs? Et les refuges, ils sont hyper bien aménagés, vous avez des épiceries, et donc pourquoi vous en transportez votre nourriture?» Et c'était vraiment une approche très différente, et revenir un peu aux sources de ce qu'avaient vécu les pionniers, dans les années 70, sur ce sentier. Ah, c'est intéressant d'entendre que, tu ce que tu as vécu, c'était, enfin, en tout cas, l'état d'esprit que tu as retrouvé sur le GR20, c'était, plutôt celui de la rapidité, de la vitesse. Parce que, bon, moi, ça fait un moment que j'y ai plus mis les pieds, mais la dernière fois que je l'ai fait, donc on l'a bah, on avait essayé de le faire le plus rapidement possible, donc on l'a fait en 7 jours, en doublant toutes les étapes et en triplant sur une journée, et c'était plutôt nous les aliens, tu vois, à ce moment-là, où les gens, enfin, moi, je me rappelle plutôt avoir entendu, des gens nous dire: «Mais, vous profitez pas, vous voyez pas le paysage», donc c'est marrant de voir qu'aujourd'hui ça a changé. Ouais, je pense que c'est très récent. C'est vraiment, je sais pas en quelle année tu l'as fait, mais je pense que ça s'est vraiment amplifié, cette approche de la vitesse, dernièrement, avec les records, les tentatives de Ouais, records ouais. qu'on a pu voir un peu partout. Et je sais pas si moi, à mon retour du GR20, en fait, à chaque fois que je dis que j'ai fait le GR20, tout le monde me demandait, en combien de temps? C'est la première question, et je te jure, hein, ça j'exagère pas, c'est la première question que tout le monde me pose. C'est pour ça qu'après j'ai écrit cet article sur Outside, c'est parti de ce constat-là, c'est tout le monde me disait: «Mais en combien de temps?» Je sais pas si toi on t'a posé cette question aussi? Ouais, aussi, ouais. C'est Ouais. la première question que tout le monde pose. C'est assez flagrant en fait de l'état d'esprit maintenant du GR20, et alors j'ai vraiment rien contre les gens qui font de la vitesse et cetera. Heureusement que les sentiers, il faut que ça attire un public aussi divers, et que tout le monde y trouve son compte, hein. Il y a pas de souci là-dessus, mais heu, le comment dire? Ouais, j'ai eu envie d'écrire cet article et de le faire avec cette approche-là, parce que, je pense que c'est intéressant aussi de revenir, à l'état d'esprit originel du GR20, qui était surtout de montrer la beauté de la nature corse, en fait, et des montagnes corses. Ouais. Et même, en fait, ce qui était assez flagrant sur le sentier, c'est que même ceux qui n'avaient pas prévu de doubler, ressentaient comme une obligation à Mmh mh. doubler les étapes. Dès qu'ils avaient une étape qui était un peu courte, de 4 heures dans la journée, ils se posaient tous la question de: «Est-ce qu'on ne devrait pas la doubler?» C'était assez flagrant comme, et nous, on aimait bien être un peu à contretemps de tout ça, et ça nous arrangeait aussi, parce que on n'était pas aussi en forme que les autres, donc ça m'arrangeait d'être un peu dans la lenteur, parce que de toute façon, je serais incapable de le faire, comme toi, par exemple, en 7 jours, quoi. C'est pas possible. Après, c'est vrai que c'est, enfin, tout est différent du coup. La première fois que je l'ai fait, j'avais un sac qui faisait, j'étais extrêmement mal préparé. C'était mon 1er GR, je crois que j'avais un sac qui faisait 24 ou 25 kilos. La deuxième fois, quand on l'a fait en 7 jours avec mon pote Yann, je crois que j'étais à 10, 11, quelque chose comme ça. Ouais, C'est-à-dire que forcément, tu emmènes moins, et on dormait en tente, hein, donc chacun notre tente. Donc mais on avait des tentes sarcophages qui pèsent, je sais plus, les tentes, Camp, elles doivent peser 300 grammes, ouais. quelque chose comme ça. Donc voilà, après c'est vrai que l'approche, enfin, tout est très différent du coup. Ouais. Et OK, donc vous l'avez fait en 16 jours du coup, j'imagine? On va quand même Ouais, parler ouais, du temps. ouais, on a suivi les étapes, du topo de la fédération française. Donc le nouveau itinéraire, parce que maintenant, enfin, à l'époque, c'était 15 étapes. Il y avait un Ouais, Je me souviens plus c'est Matalza, je crois, c'est le refuge de Matalza qui a été rajouté, donc ils ont coupé une ouais. étape, en 2, et on n'est pas passé par contre par le cirque de la solitude. On aurait bien voulu, mais ça demande un équipement à transporter supplémentaire, et donc Il est fermé, non, de toute ouais, façon? alors tu peux t'y engager, avec ton propre matériel. D'accord. Mais je crois qu'ils ont enlevé effectivement hem, comment ça s'appelle? Pas les cordes fixes, mais tout Les ce qui t chaînes? ouais, les chaînes, exactement, voilà, tout ce qui peut t'aider,
à passer D'accord. par. Ouais, sans les chaînes, ça peut être un peu sportif, surtout si tu as 20 kilogrammes sur le dos. Ouais. C'est clair. OK. Donc 16 jours en enfin, en tout cas, en autonomie avec un ravitaillement, au milieu. Vous l'avez fait dans le sens nord-sud, du coup, si j'ai Non, bien compris? on a fait la difficulté d'abord et après Ouais. on s'est reposé sur le sud. Hem, ouais, mais voilà, c'était un beau parcours franchement et j'aime bien que tu m'aies posé la question, je pensais pas parler du GR20 mais je suis content que tu en aies parlé parce que, il y a un truc assez flagrant aujourd'hui dans le monde de l'aventure, c'est que, heu, les aventures qui sont les plus médiatisées et dont on parle, c'est celles qui se parlent, voilà, au pôle Nord, au pôle Sud, sur l'Everest, sur les plus hauts sommets et cetera. Et en fait, moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'en fait l'aventure elle est partout et que tu peux ressentir Mmh. des émotions aussi fortes, même sur des petits sentiers balisés. Et c'est bien je trouve d'en parler, même de parler de GR20 qui est peut-être le sentier de grande randonnée le plus connu en France. Parce qu'en fait, il faut dire aux gens que si vous voulez vivre des aventures, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre extrémité du globe, dans des endroits complètement inaccessibles, qui sont d'ailleurs inaccessibles surtout pour des raisons, monétaires maintenant aujourd'hui. Mais il y a plein de belles choses, même en France, il y a plein de beaux sentiers et on peut vivre des émotions aussi fortes qu'une traversée, du pôle Nord dans des sentiers de randonnée en France ou, en Islande ou plus proche de chez nous, en fait. Donc c'est bien aussi qu'on dise qu'on peut se faire des vraies aventures, plus proches et qu'on parle pas seulement, voilà, des aventuriers qui font des super exploits physiques, ou qui battent des records du monde. Ouais, complètement, complètement et c'est vrai que, bah, surtout en France, en fait, hein, enfin, toi qui as pas mal voyagé, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai fait j'ai fait pas mal de pays aussi, l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, un petit peu pas mal en Europe et cetera et en fait, moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a une diversité de paysages qui est juste incroyable entre les littoraux, les Alpes, enfin, c'est juste dingue, tu vois? Tu prends je sais pas, un parc des Écrins, la traversée des Pyrénées, les sentiers du littoral en Bretagne, enfin tu peux en prendre plein la vue en France, sans, comme tu dis, avoir besoin de prendre l'avion et faire, 15 heures de vol, 12 heures de décalage horaire, pour vivre l'aventure. Exactement et d'ailleurs, enfin, si par exemple, on a un rêve en tête, je sais pas, c'est de faire une traversée en ski Pulka, dans un milieu polaire, faire la traversée du Vercors, par exemple, qui est vraiment quelque chose dans lequel je vais me lancer bientôt parce que ça serait vraiment un super kiff de faire ça. Bah, ça recrée les mêmes conditions et ça c'est des paysages juste grandioses et hyper sauvages. On a plein de Ouais, belles choses à faire à côté de chez nous. complètement. Bah, tu vois, le Vercors, c'est marrant que tu en parles parce que j'allais le citer. J'ai fait un stage de kayak de mer, en Bretagne il y a pas très longtemps pour préparer un tour de Corse en kayak et j'ai rencontré une guide polaire, française qui travaille pour Explora Project, qui est une entreprise qu'on commence à bien connaître sur le podcast C'est bien. bah, elle me disait justement que, une des meilleures préparations, pour les grandes expéditions dans le grand froid, c'est la traversée du Vercors, en Poulka. Bien sûr, ouais, non, c'est clair, ça m'étonne pas. J'en avais ouais, j'en avais pas entendu, parler avant ça, mais visiblement il y a beaucoup d'engagement, tu as des questions de navigation, il faut quand même faire pas mal de planification parce que tu as des zones, crevassées donc C'est clair. enfin avec des espèces de trous naturels donc ouais, c'est juste à côté, mais visiblement un excellent, terrain d'entraînement. C'est clair. Non, vraiment, il y a enfin, on peut faire d'expéditions hyper engagées, juste, enfin, ouais, juste à côté de chez nous. C'est ça qui Ouais, est beau quand même, si on n'a pas besoin d'aller et c'est peut-être quelque chose que nous a apporté, comme anciennement le confinement. C'est qu'il y a plein de personnes qui ont dû, rester en France et redécouvrir la France et qui se sont rendus compte qu'on pouvait faire, des super expéditions, ouais, juste à côté de chez nous. ouais, Ça, c'est ce qu'on complètement. aura appris de 2020 et c'est pas mal. C'est vrai. On va voir ce que 2021 donne, mais bon, ça a l'air de repartir sur la même tendance. Du coup, sur la suite, comment est-ce que toi tu te projettes? Quelles sont les prochaines aventures? Si je me trompe pas, tu vas bientôt arriver dans ta période, où tu vas enfiler tes chaussures d'aventurier et laisser la cravate de consultant, au placard? C'est ça. Alors pour tout te dire, je suis encore dans la réflexion, déjà parce qu'on ne sait pas trop où on pourra aller en 2021. Ce qui est Ouais. sûr, c'est que je vais faire pas mal d'alpinisme, dans les Alpes. Ça, c'est une certitude. Donc là, je vais passer beaucoup de week-ends, ouais, dans
dans tous les massifs qui sont, à côté de chez moi, parce que là, actuellement, je suis à Lyon. Et après dans les autres expéditions, je saurais pas te dire, j'ai plein de rêves. J'ai un petit carnet dans lequel je note, tout ce que je veux faire, dans ma vie, tous les sommets que je veux gravir. Voilà, j'aimerais bien, gravir mon premier 7 000 mètres. J'aimerais bien faire des traversées, en ski Pulka. J'aimerais bien, ouais, j'ai un délire en ce moment, j'ai envie d'aller dans la Grande Sabana au Venezuela. Je sais pas si tu connais? C'est un endroit qui est pas très connu. Hem et en fait, là-bas, c'est un immense plateau, tropical, en fait, et c'est là où se trouve la plus grande cascade du monde, la Salto Ángel, qui fait, je crois, 990 mètres de hauteur, donc c'est la plus grande, cascade du monde. D'accord. Et l'idée, ça serait de marcher, 15 jours, donc jusqu'à la cascade, à travers la forêt tropicale, et la descendre, en rappel. Donc ça, c'est un truc qui me plairait. Ah ouais! J'ai eu cette idée, bah, parce que ma copine est vénézuélienne déjà, et aussi parce qu'il y a un écrivain, franco-vénézuélien alors que je recommande vraiment, aux gens de lire, qui s'appelle Miguel Bonnefoy. Il a été en lice là pour le Goncourt, pour son roman, Héritage. Il a pas gagné, mais par contre il a fait un autre roman qui s'appelle Jungle, et où il raconte justement cette expédition. C'est un roman très court et qui est super à lire parce qu'il a une super écriture, et c'est très poétique. Et en fait, il raconte, voilà, c'est 15 jours pour marcher jusqu'à la Salto Ángel, et la descente en rappel, et ça donne juste, trop envie d'y aller. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt attiré par le froid et les milieux polaires, mais là, j'ai juste envie d'aller là-bas et de descendre en rappel cette cascade de 900 mètres. Ça fait rêver. Je suis en train de regarder les photos. Je crois bien que j'avais vu des documentaires sur une expédition, une des premières expéditions, je crois, qui était montée sur le plateau. Alors, je ne sais pas si c'est exactement celui-là, mais je crois qu'il y a une région, ouais, au Venezuela où c'est assez typique. Il y a des plateaux avec enfin, comme s'ils avaient été posés là, en fait, Ouais, avec des falaises extrêmement verticales. ouais. Waouh, ça fait rêver. Ouais, voilà, c'est Ça des fait endroits rêver. comme ça qui sont pas très connus dans le monde, parce que, bah, voilà, on connaît un peu la situation, politique au Venezuela, donc c'est pas vraiment le moment d'aller faire du tourisme. Mais on a des beaux coins comme ça, qui gardent des trésors et qui serait vraiment pas mal de mettre plus en lumière. Donc ça, c'est Ouais, un de mes prochains défis, je pense, dans les 2 années, à venir. Ça serait cool. super. Super, bah, écoute Steve, un grand, grand merci. On arrive déjà sur la fin. Si tu avais, quelque chose à tu aurais envie de partager avec, celles et ceux qui nous écoutent, tu vois, dans la morosité ambiante, tous les doutes qu'on a autour du covid et cetera, peut-être un message d'espoir, qu'est-ce que ce serait? Ça serait et je pense que ça a encore plus de sens avec ce qu'on vient de vivre avec le confinement, et on pouvait pas, voilà, on avait nos libertés qui étaient un peu entravées, et on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Et ça serait plutôt de se dire que, en fait, dans la vie, le temps, il file déjà, sans qu'on puisse rien y faire, en fait, et on peut pas le freiner, le temps. Et si en plus on choisit pas ce qu'on fait, si on choisit pas quoi faire de ce temps, en fait, pour nous, c'est une double peine. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est juste, heu, prenez cette liberté de faire vraiment ce que vous avez envie. La vie, alors c'est vraiment là, je vais enfiler des clichés, mais la vie, elle est très courte, et juste, profitez, faites aucun compromis sur vos rêves et sur tous les projets que vous avez envie de partager. Et en fait, c'est une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup, qui dit, «Pour qui sait l'employer, la vie est assez longue». En fait, ça, voilà, ça veut tout dire. Je l'avais jamais entendu, mais elle est belle effectivement. Super. Un grand, grand merci encore une fois Bah, Steve, merci à toi, pour c'était nous super avoir, cool de parler. bah, écoute, j'ai adoré aussi. J'avais pas forcément l'Islande en tête, tu vois, sur ma liste, enfin, je l'avais sur ma liste de pays à visiter, mais pas forcément sur ma liste d'expéditions, en solo à faire. Mais bon, là, tu m'as vraiment, vraiment donné envie, donc je vais aller regarder ton article. Je crois que tu en as fait un sur, comment réussir son expédition, en Islande, sa traversée de l'Islande, donc Ouais, c'est exact. parfait. Sur Outside, ouais, n'hésitez pas. Alors c'est des Génial. articles qui sont, réservés aux abonnés, mais en ce moment, je crois que Outside, ils font un offre, de 30 jours, offerts, donc voilà, vous pouvez vous abonner, gratuitement, lire les articles et d'autres, parce qu'il y a des super articles aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et oui, effectivement, l'Islande, j'encourage tout le monde à aller visiter ce pays qui est juste, démentiel, et qui est un livre de géologie à ciel ouvert,
et j'ai jamais vu pourtant j'ai pas mal voyagé et j'ai jamais vu de pays, et une nature aussi belle et dans son état brut, qu'en Islande donc ouais, allez-y. Ouais, on sent la parole du passionné, de C'est l'amoureux de clair. l'Islande. Écoute, je mettrai bah, ouais, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens, vers Outside, ton compte Instagram, j'imagine qu'on peut aussi te Ouais. suivre, Ouais, bien sur sûr. sur ouais, sur Alors cette plateforme? je poste tout avec, 3 mois de retard donc là, je suis encore en train de poster mes photos du GR20 et après je vais mettre l'Islande mais oui, si les personnes veulent voir un peu les photos, et ce que je fais, qu'ils hésitent pas à aller voir mon Instagram. Je pense que tu le Ça mettras marche. en lien comme ça m'évite de les play. Absolument, absolument. Je mettrai tout, en description de l'épisode et on taguera tout ça, au moment où ton épisode sortira donc il y a aucun souci. Encore une fois, merci Steve, Bah, merci à toi, Loïc. tout le meilleur pour la suite. On te souhaite, plein de belles expéditions sur 2021. Qui sait, on reste peut-être en contact, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, une expédition en commun, pourquoi pas, à voir, j'en sais Carrément. rien. Mais Et pas de la vitesse, hein, moi ouais, je ouais, suis non, non, pas de je vitesse. suis plutôt dans la Non, lenteur non. et dans l'endurance. C'est ouais, ouais, je suis je C'est suis bien, je suis plus trop dans le délire de finir GR20 en moins de 5 jours, donc ça ira très bien. ça Mais marche. ouais, encore un grand merci Steve, tout le Merci meilleur à pour la toi suite et écoute, à très bientôt. également. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré, pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez, nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!